Bonjour Stéphane. Salut Mario. Tu te lances ce matin dans les réflexions technologiques en commençant avec le dilemme de Google. Oui, dilemme cornélien, s'il en est un. En fait, trois nouvelles qui n'ont pas fait beaucoup d'impact ou qui ont eu peu d'impact depuis quelques jours, mais qui, mises ensemble, nous annoncent peut-être le monde de demain et l'économie de demain, parce que c'est effectivement pas juste une question technologique, les deux sont très liés. Google, qui, pour beaucoup, fait son argent avec son moteur de recherche, qui est dominant. Il a souvent été montré du doigt, traîné en cours d'ailleurs, parce que c'est comme un monopole, mais qui a aussi, au fil du temps, développé une technologie d'intelligence artificielle parmi les plus compétitives au monde, a commencé à la rendre disponible au départ avec quelques couacs, quelques ratés, mais fondamentalement, ils sont parmi les leaders en matière d'intelligence artificielle et c'est là que le dilemme cornélien arrive, comme dans le Cid de Corneille, où tu t'en souviens, Rodrigue est amoureux de Climène, mais il doit choisir entre sauver l'honneur de son père, qui a été déshonoré par son futur beau-père, donc choisir entre peut-être tuer son futur beau-père ou ne pas le faire et aimer Climène. Même chose pour Google aujourd'hui. Tu me pardonneras ce Oui, détour par oui. les lettres classiques, mais que Google doit choisir entre faire de l'argent à court terme avec son moteur de recherche ou faire de l'ombre à son moteur de recherche en offrant l'intelligence artificielle comme on le fait de plus en plus, parce que les parts de marché en matière de moteur de recherche se font piquer par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment tu cherches ton information, mais avec Ben OpenAI, moi, tu c'est peux drôle, dialoguer. c'est drôle parce que moi, tu sais, j'organise beaucoup mes propres voyages. Puis là, j'organise pour cet été un voyage au Japon. Et c'est vraiment le moment où ça a basculé, là, tu sais, où je ne Google plus les éléments, mais Voilà. je demande à ChatGPT ou même à Gemini, le titre de Google, qu'est-ce que tu ferais avec ça? J'ai si je pars de là, là, tel hôtel. C'est ça, je mets un hôtel dans tel coin, je vais être bien placé pour visiter la ville? Si je suis intéressé par tel type d'affaires, là, vraiment, là, Exact. oui, j'y soumets toutes sortes de préférences, de caprices, d'affaires qui me. Puis là, il me soumet à des réflexions, puis des solutions, puis. Et, et c'est plus efficace Ben, et c'est plus autre chose, là. structuré Ben et oui, ça ben te oui. donne la barre Mais de recherche quand tu utilises donc, en Chrome, par d'autres termes, exemple. est-ce que Et Google contribue à est-ce que, tuer sa propre vache ben, à lait à court terme? ils ont choisi. Ils ont choisi. C'est là que je te disais, c'est des nouvelles qui n'ont pas fait beaucoup, beaucoup de vagues, mais ils ont choisi. C'est clair qu'ils sont en train. Alors, pour l'instant, ils essaient d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais ils sont en train d'ouvrir la porte à ce qu'ils vont cannibaliser leur modèle d'affaires et faire de l'intelligence artificielle le nouveau moteur de recherche. La seule certitude, c'est que plus on va utiliser l'intelligence artificielle et Google Mais, montre la voie comme d'autres, plus on va consommer d'énergie. Deuxième histoire, non, deuxième mais anecdote. est-ce que juste sur celle-là, sur le Oui, dilemme de Google, tu sais que dans l'histoire des affaires, tu as fait de l'érudition avec, avec le dilemme cornélien, mais moi, je te parlais du dilemme de Kodak. Kodak, une ben compagnie oui, tout à fait. aujourd'hui, une compagnie morte. Steven Sassoon était chez Kodak, là, employé sur le payroll, là, sur la liste de paye de Mhm. Kodak, et développe qu'avec des zéros puis des 1, là, tu pourrais Du codifier une numérique. photo. C'est ça, codifier une photo en numérique. Et Kodak dit, hey, tu parles d'un innocent, toi. Nous autres, là, on fait notre argent à vendre des films. Tu comprends? La plus grosse source de revenus, nous, on vend des films, puis développer des films, puis tout ça. Fait que son affaire de numérique, il peut bien se le mettre tout ce qu'on pense. Et donc, Dans la lentille. donc, Et ils se sont mis le doigt dans la Sassoon est même lentille. mis dehors et même expulsé de Kodak en disant que c'était un épais qui nous Ben amène oui, tout ce qu'on veut pas entendre. Et finalement, le numérique a tué Kodak. Et eux auraient pu être les leaders là-dedans. Ils l'avaient inventé entre leurs murs, le numérique. mhm. Puis finalement, ils l'ont laissé à d'autres, puis ça les a tués. C'est l'histoire de grandes entreprises qui meurent parce qu'elles ne savent pas s'adapter et passent à côté du progrès. Autre nouvelle, la semaine dernière, tu as Oui. peut-être vu ça aussi, Johnny Ive, qui est le designer célèbre qui travaillait aux côtés de Steve Jobs pour développer la quincaillerie. C'est pas quelqu'un, c'est pas un ingénieur informaticien, c'est vraiment un designer. Donc l'iPhone, la convivialité de l'objet, le MacBook Pro, c'est lui. Il avait fondé à peine un an, je pense, un nouveau studio de design, I.O., qui a été racheté par
OpenAI, Sam Altman, ils ont annoncé ça la semaine dernière dans une vidéo où tu as l'impression qu'ils sont tous les deux destinés depuis toujours à se rencontrer. Tu aurais eu les violons derrière, d'ailleurs on en montre les images, c'est la vidéo, ils se retrouvent à San Francisco, petit café, on s'aime, gros câlin, l'un et l'autre sont les plus grandes têtes qu'il ait jamais rencontrées, on peut rien faire sans Johnny Ive, qui avait laissé Apple et ça a coûté cher à Apple. Alors, c'est une transaction pour un studio de design de 6 milliards 500 millions de dollars. Ouais. Ils n'ont pas, pas des programmes redoutables, ce pas des gens qui ont créé une application, c'est essentiellement des designers. Pourquoi? Mais Parce est-ce que Sam OpenAI Altman, pourrait faire. Est-ce qu'on pourrait avoir un appareil d'intelligence artificielle? C'est la, quoi le alors la téléphone, clé, la c'est est-ce tablette de que demain? il l'annonce. Et Sam Altman, qui est le créateur d'OpenAI, dit, j'ai le prototype, je l'ai montré à mon board, à mon conseil d'administration, rien n'a fuité. Qu'est-ce que ça sera? Alors, si le iPhone, l'appareil que nous connaissons bien, développé par Apple, a changé nos vies, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un nouvel appareil, quel qu'il soit, qui va radicalement changer, changement paradigmatique, notre rapport à l'intelligence artificielle, à l'information, à la communication? C'est ce qu'annonce Sam Altman. Encore une fois, résultat net des courses, plus d'énergie consommée. Troisième nouvelle, la semaine dernière en Chine, on découvrait que BYD, Build Your Dream, le constructeur de véhicules électriques, se lance dans une guerre impitoyable contre tous ses concurrents chinois sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de capacités, beaucoup de compétition, beaucoup de constructeurs dont on n'a jamais entendu parler, parce qu'on est rendu en Chine à vendre à peu près moitié-moitié des autos électriques et des autos plus conventionnelles. On va dépasser la barre des 50 avec les voitures neuves, très, très loin de ce qu'on connaît en Amérique du Nord et même en Europe. Et BYD lance une guerre des prix, réduit du tiers ses prix pour faire le ménage parce qu'il y a beaucoup de capacité, beaucoup de compétition. Qu'est-ce que ça dit? C'est que le véhicule électrique dans un des plus grands marchés au monde est aujourd'hui pas une réalité distante, c'est la réalité de tous les jours. Ce qui m'amène à te parler, c'est ma conclusion derrière ces trois nouvelles, du monde dans lequel on sera, nous, en Amérique du Nord, par rapport, par exemple, encore une fois, aux Chinois, parce que la Chine est en train de s'imposer comme le premier État électrique, un electrostate, comme tu as plein d'États qui étaient des pétrostates, c'est-à-dire que l'essentiel de la consommation d'énergie se faisait par le pétrole. Aujourd'hui, en Chine, 30% pour les utilisateurs finaux de la consommation d'énergie se fait via l'électricité. 30%, le tiers. Ce sont les champions de l'énergie renouvelable depuis 3 ans. Sauf qu'ils font de l'électricité au charbon encore, pour une partie. Non seulement pour une partie, pour une bonne partie. Mais ce que je te dis, c'est que dans les nouvelles capacités développées depuis 3 ans en Chine, la part du lion, c'est le renouvelable. Alors, c'est évidemment une source d'énergie, c'est une source de technologie qui domine largement les panneaux photovoltaïques. Ouais, dans le solaire, ils sont une génération devant tout le monde. 90% du monde. Les Chinois ont développé, donc je te disais, depuis 3 ans, avec les énergies renouvelables, la part du lion de leur ajout dans le mix d'énergie. C'est des sommes colossales. C'est 270 gigawatts au solaire, 80 gigawatts pour les éoliennes. Pourquoi je te dis ça? Parce que la quatrième grande révolution industrielle, elle est celle que nous vivons en ce moment, passage au numérique, où, au bout de la ligne, l'énergie devra être électrique pour l'intelligence artificielle, pour l'ensemble du mix numérique, pour notre déplacement, notre transport qui sera de plus en plus électrique, pour les robots dont on n'a pas commencé à parler, mais qui vont prendre beaucoup de place. Et les Chinois, évidemment, ils ont un avantage, c'est un système dirigé, autoritaire. C'est un virage que le président Xi a donné il y a plusieurs années, mais ce sont aujourd'hui les leaders mondiaux. Quand je te dis que 30% de l'énergie consommée par les end users, ceux qui sont au bout de la chaîne, c'est de l'électricité. On est en Amérique du Nord à 21-22%. Et le défi, c'est la capacité que nous aurons de produire suffisamment d'électricité. Et les Chinois ont investi tous azimuts. Oui, tu as raison, du charbon, parce que l'éolien, comme le solaire, il y a des variations. Il y a des moments où ça produit, d'autres où ça ne produit pas assez. Et notre capacité de stockage dans des batteries est encore extrêmement limitée. Mais ce sont les leaders mondiaux du stockage. Il arrivera un jour où on pourra garder des
des journées, des semaines de consommation stockées comme on a des réservoirs d'eau qui sont de l'énergie stockée. Je te rappelle d'ailleurs que le fondateur de BYD, ce constructeur automobile qui est passé devant Tesla en Europe, est un constructeur à la base de batteries. Et les Chinois sont les leaders. Et donc, Mais question, sur la recharge rapide, là, ils sont rendus complètement ailleurs. Là. extraordinaire. Serons-nous capables de produire suffisamment d'électricité? Ils investissent aussi dans le nucléaire, très important. C'est au monde le premier constructeur de centrales nucléaires. C'est un tabou en Amérique du Nord. Il y a encore quelques Mais grands producteurs, mais c'est limité. Et si on se mettait à construire aujourd'hui, on récolte dans 10-15 ans. Et la question est double. Est-ce qu'on va produire assez et comment? Et deuxièmement, avons-nous, et ça interpelle les Québécois où on produit de l'électricité, en Amérique du Nord, les réseaux de distribution capables de supporter la demande. L'intelligence artificielle à elle seule à l'horizon 2030, pas en 2050, demain matin, ça va être 12 à 14 du total de l'énergie consommée si le virage de l'intelligence artificielle est pris, puis tout laisse penser qu'il va être pris. Donc, est-ce qu'on a investi? La réponse, c'est non. Est-ce que les lignes à haute tension et les lignes de distribution derrière sont en place? Pas du tout. La Californie, qui est le laboratoire du monde, qui est le fer de lance du progrès, a continuellement des brown out, c'est-à-dire des moments où on doit choisir d'envoyer de l'électricité à une place plutôt qu'à une autre. On fait du délestage parce qu'on ne suffit pas à la demande, parce que le réseau est super poussif. Et dans 5 ou 10 ans, ça va être bien plus accentué et les investissements sont à peine faits. Dans cette configuration-là, je parle souvent de la rivalité entre, appelons ça l'Amérique du Nord et la Chine. C'est une saine rivalité. Les Chinois font ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas coupables. La capacité de pleinement profiter du potentiel économique, militaire et j'allais dire quasi sociologique, parce que ça va changer nos vies profondément, des Chinois avec cette quatrième révolution est beaucoup mieux structurée en ce moment qu'il ne l'est chez nous. Alors, on serait théoriquement les champions d'intelligence artificielle parce qu'on aurait développé la technologie. On pourrait, dans le virage, se faire dépasser parce que le déploiement de la technologie n'est pas à la hauteur de ce que nous avons entre les mains, parce que notre capacité de produire de l'électricité, de la distribuer, est derrière ce qu'ont réussi à faire les Chinois. Voilà, c'était mon petit mix. Quand je lis là-dessus aux États-Unis, la solution, c'est en bout de ligne, là, c'est nucléaire. C'est que même des compagnies comme Microsoft et autres vont s'assurer d'avoir des petits réacteurs. Exactement. Je pense que c'est là que ça s'en va. Sources de production. Mais combien de temps entre le moment où tu dis « je fais », c'est pas un hasard d'ailleurs, c'est l'uranium est à la hausse depuis 1 an, particulièrement l'uranium canadien, parce qu'on pense tous qu'on s'en va vers des petites centrales nucléaires qui pourraient être le fait, non pas d'acteurs étatiques, mais d'entreprises qui choisiraient de développer de l'énergie privée. Pour elles-mêmes, exactement. Mais c'est des années avant d'être là. Et entre-temps, serons-nous dépassés dans cette révolution fondamentale qui est celle de l'intelligence artificielle par des gens qui sont à leur affaire depuis longtemps? Stéphane, merci, bonne fin de semaine.